Alors, on va parler aujourd'hui de biogaz carburant, de biométhane carburant, qui est un carburant donc, issu du biométhane et qui présente un certain nombre de caractéristiques extrêmement intéressantes, tant sur le plan de l'émission des particules que sur le plan de l'autonomie de consommation. Et également sur le plan de l'économie circulaire, puisqu'on a là un carburant qui est issu des déchets organiques valorisés, recyclés sur un territoire et qui vont faire ensuite fonctionner des véhicules sur ce même territoire dans une boucle d'économie circulaire assez exemplaire. Donc on y voit vraiment beaucoup d'avantages, à tel point que je me suis demandé s'il ne fallait pas l'appeler DAS carburant. Ça, c'est une chose dont on pourra reparler. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents acteurs privés, publics, qui aujourd'hui animent cette filière. Et on va commencer par l'association française du GNV, avec monsieur Giraud, qui est par ailleurs, je crois, directeur des affaires publiques chez Volvo, qui va nous dresser un panorama du marché, et puis qui va nous parler aussi des potentialités de convergence entre le biométhane et le biométhane carburant. Donc voilà, monsieur Giraud, je vous laisse la parole sur ce beau métier du biogaz carburant. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci surtout de vous être déplacés, parce que je vois qu'il y a peu de monde quand même. Donc, ceux qui sont déplacés ont encore plus de mérite. Et quels sont ceux, je vais poser une question, quels sont ceux qui ne sont pas de la filière? Ah, il y en a quand même 5, 6. Bon, bah, écoutez, alors particulièrement bienvenue à vous, parce que tous les autres, effectivement, sont de la filière et connaissent déjà ce qu'on va dire. Donc, c'est bien. Merci de votre intérêt. Donc, effectivement, en tant que président de l'Association française du gaz naturel pour les véhicules, donc je me dois de faire un peu de publicité pour l'association qui regroupe l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, c'est une véritable filière qui est en plein développement, parce que vous voyez dans nos membres que nous avons bien évidemment les gens du métier du gaz, les gaziers, et puis les industriels, les constructeurs. Donc moi-même, effectivement, président de la FGNV, mais je suis directeur des affaires publiques de l'ensemble du groupe Volvo pour la France. Donc Volvo, dans les camions, il y a 2 marques en France. Il y en a plus dans le monde, mais 2 marques en France, Volvo Trucks et Renault Trucks. Donc on voit l'intérêt, et nos clients qui sont ici, ou les chargeurs qui sont ici, parleront de l'intérêt du transport routier de marchandises pour cette filière qui se développe. Pourquoi se développe-t-elle? Et pourquoi maintenant? Le gaz s'est développé il y a quelques années. Il y avait des constructeurs automobiles qui avaient des voitures au gaz. Il y avait des constructeurs automobiles qui ont créé l'association dont j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. C'était Renault, PSA et Renault VI, qui s'appelait Renault VI à l'époque, qui était membre de Renault, alors qu'aujourd'hui nous sommes chez Volvo, mais ça c'est les aléas d'histoire. Et donc on avait créé cette association. Et puis, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, les politiques ont parlé surtout de l'électrique. Certains politiques parlent encore beaucoup de l'électrique et pas beaucoup du gaz encore, mais ça change. Parce qu'on se rend compte que le gaz naturel est certes fossile, et donc il y a certaines personnes qui ne veulent plus entendre parler de carburant fossile pour différentes normes de pollution, ce qui est un peu faux d'ailleurs quand on regarde certains autres carburants, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le gaz naturel, bien qu'il soit fossile, émet beaucoup moins nocif pour l'environnement que les autres carburants fossiles. Donc il faut faire bien la différence déjà au départ entre le gaz et le carburant issu du pétrole, pour ne pas le citer, qui lui, bien qu'avec les normes Euro 6 soit pratiquement plus polluant, est quand même plus polluant que le gaz. Et puis il y a le gaz, le biogaz qui se développe, et là qui commence à intéresser les politiques. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et on va nous rabattre les oreilles avec la COP21, etc., encore pendant de nombreux mois, avant le mois de décembre, mais encore après, pour lutter contre la pollution. Et effectivement, le biogaz issu des déchets donc, n'a plus aucune pollution, donc premier gros avantage pour la planète. Deuxième avantage, c'est qu'il est produit à partir de déchets. Et donc nos sociétés consommatrices
émettent beaucoup de déchets, que ce soit les déchets ménagers, les déchets agricoles, les déchets industriels. Et peut-être que le représentant Carrefour pourra nous dire aussi le nombre de déchets qu'ils ont dans chacun de leurs hypermarchés. Donc il y a beaucoup de déchets dans une société moderne. Et l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir les recycler, d'en faire un carburant. Et pour les recycler, donc, il faut des usines effectivement d'incinération ou autres. Mais là aussi, c'est fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs mots qu'il faut obligatoirement employer de toute façon. C'est économie circulaire, transition énergétique et développement durable. Une fois que vous avez dit ça, vous êtes politiquement correct. Donc, j'ai déjà utilisé deux termes. Et effectivement, en réutilisant les déchets sur place, donc pourquoi économie circulaire? Effectivement, donc on utilise des déchets pour en faire un carburant, donc c'est quand même très intelligent. Et en plus, là, ça ne peut pas être délocalisé, parce que quand on parle de l'énergie, quand on parle de transport, on va en parler tout à l'heure avec les chargeurs et les transporteurs, on parle aussi d'emploi. Et c'est une préoccupation, à mon avis, autrement plus préoccupante aujourd'hui pour le court terme que l'avenir de la planète. Parce que s'il n'y a pas de travail, même si on est dans un air propre, ça posera quand même quelques problèmes économiques et quelques problèmes sociétaux. Donc il faut, et ce n'est pas les transporteurs ou les entreprises qui sont ici qui me démentiront, l'emploi est important. Donc c'est une filière qui va développer aussi de l'emploi. Donc encore un intérêt supplémentaire de développer le biogaz en France. En ce qui concerne le gaz en général et dans le transport routier, nous sommes en avance en Europe. Pour les véhicules légers, l'Italie a pris de l'avance, certes, parce que c'est historique, je dirais, et donc l'Italie est très nettement en avance. Mais les transporteurs français sont en avance, d'autres sont très précurseurs, pour ce carburant de substitution au diesel. Et à mon avis, c'est inéluctable. Mais encore une fois, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, surtout quand il y a des politiques autour de la table, là il n'y en a pas. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai encore l'occasion de le dire à des politiques qui, parce que ça existe, voudraient que tout se change du jour au lendemain. Or, au point de vue industriel et au point de vue client, on ne peut pas remplacer un outil industriel, on ne peut pas remplacer une flotte de camions en claquant dans les doigts parce qu'il y a une décision politique. Il y a derrière de l'argent, des investissements considérables et nos clients, lorsqu'ils changent leur camion, il faut qu'ils réfléchissent effectivement à quel type de camion ils vont acheter et qu'il va être dans leur parc demain. Mais ce n'est pas comme ça sur un coup de tête ou un coup de cœur qu'on peut tout changer du jour au lendemain. Donc cette filière qui est en pleine construction, avec l'appui aujourd'hui des pouvoirs publics, bien qu'ils parlent encore beaucoup d'électrique, et encore une fois, moi je ne fais jamais d'opposition entre le diesel, le gaz et l'électrique. Chacun a sa pertinence, chacun a ses inconvénients, particulièrement aussi de pollution. Quand on ne parle que d'électrique, on parle souvent que de l'électrique, du réservoir à la roue, mais pas du puits à la roue, c'est-à-dire comment est fabriquée l'électricité. Parce que la Chine, qui effectivement développe beaucoup de véhicules électriques, de la moto au camion, à la voiture, etc., c'est quand même un des pays les plus pollués au monde par la production d'électricité. L'Allemagne, aujourd'hui, avec le développement du charbon et la production d'électrique par le charbon, on ne peut pas dire qu'ils soient des exemples pour la pollution. Donc il faut faire très attention. On n'a pas ce problème-là avec le gaz. Et chacun a sa pertinence. Mais en ce qui concerne le transport routier, plus que la voiture à mon avis, le transport routier sera demain le fer de lance du développement du gaz en France et en Europe. Donc il faut effectivement que les pouvoirs publics s'y intéressent de plus près, que les collectivités locales s'y intéressent aussi pour trouver du foncier pour que les gaziers puissent installer des stations. Et donc là, on a besoin de foncier. Et c'est vrai que dans une ville, le maire regarde d'abord, lorsqu'il a un peu de foncier, il regarde d'abord pour développer du logement et pour développer des commerces, mais pas souvent pour ouvrir de nouvelles stations ou autres. Donc il faut les persuader de l'intérêt commun
qu'ils ont à développer les stations sur leur territoire, parce que le transporteur a besoin de stations pour aller être encouragé à acheter des camions au gaz. Et certaines collectivités locales s'y mettent déjà bien. On a des exemples, je suppose que les gens du gaz ici présents citeront les stations qu'ils ont ouvertes ou qu'ils vont ouvrir prochainement. Et on sent cet engouement des politiques pour ouvrir ces stations, qui sont absolument nécessaires, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les politiques, je vous disais, ils veulent toujours tout pour le lendemain. Ils nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir assez de stations. Mais et les transporteurs aussi, parce qu'il leur faut. Mais là aussi, quand on voit les sommes qui sont en jeu, il faut quand même être patient et puis y venir petit à petit. Donc, en tant que président de l'Association française du gaz, je remarque que nos membres sont de plus en plus nombreux. Donc on représente vraiment aujourd'hui une filière. Et là, vous avez un exemplaire, un panel de cette filière. Et ils vont vous expliquer pourquoi ils ont choisi le gaz. Et donc notre combat, c'est de persuader encore une fois les pouvoirs politiques de nous aider. Parce que je fais toujours cette remarque. Aujourd'hui, le gouvernement donne beaucoup d'argent pour que les particuliers achètent des voitures électriques. Ça coûte très cher, à nous tous, contribuables, pour acheter des voitures électriques. Il n'y a aucune aide pour les transporteurs, pour acheter des camions au gaz, alors que M. Chanteguet, à l'Assemblée nationale, l'année dernière, avait écrit dans son rapport qu'effectivement, pour remplacer les véhicules polluants, c'est-à-dire des véhicules diesel aux normes antérieures à Euro 6, il était prêt à aider, à condition qu'on achète des véhicules gaz ou électriques. Donc c'était marqué noir sur blanc, et puis c'était oublié, puisque l'État n'a plus d'argent, sauf pour donner 10 000 € par voiture électrique. Donc il faut toujours m'expliquer pourquoi il y a de l'argent pour les particuliers et moins pour le transporteur routier. Mais c'est vrai qu'en chiffres, en nombre, il y a plus de voitures particuliers, et donc il y a plus de votants que de transporteurs. Donc ceci explique peut-être cela lorsque l'élection est en jeu. Donc il faut passer outre ces problèmes de court terme électoraux et véritablement que les politiques nous aident. De tout parti confondu, là je ne fais pas de politique politicienne, mais il faut que tout parti nous aide, parce que l'écologie ne doit pas être seulement une référence politique, mais un intérêt pour tout le monde, pour qu'on puisse vivre dans une atmosphère propre, ce qui sera le cas lorsque vous aurez tous acheté des véhicules gaz. Je vous remercie. Merci, M. Giraud. Écoutez, comme vous l'avez très justement dit, il est toujours difficile de convertir des idées dès le lendemain en projets réels. Et donc, on va demander un exercice encore plus difficile à M. Rousseau, directeur de projet GRTgaz, puisqu'on va lui demander de parler du surlendemain et nous parler un peu en termes de prospective de sa vision du marché sur les 5 à 10 ans, nous donner un peu quelques grands chiffres, quelques lignes directrices, afin d'illustrer ses propos sur la croissance à venir, sans doute forte de ce marché. Mais justement, pour que cette croissance soit effective, on va aussi parler avec M. Rousseau des conditions nécessaires à la concrétisation de cette filière, et de parler, dresser en quelques traits relativement simples les freins et les besoins pour la concrétisation de ce plan d'action. Merci. Alors, nous, côté GRTgaz, donc on observe effectivement le marché et le développement. On a beaucoup benchmarké la façon dont le gaz s'est développé à l'extérieur de nos frontières. Il ne faut surtout pas avoir une approche trop franco-française pour adresser ce genre de questions. Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord au niveau de la filière, je pense qu'autour de la table, personne ne le contredira, c'est qu'aujourd'hui, le gaz et le GNV et le bio-GNV se développent, enfin tout est prêt pour qu'il ait sa place dans le transport routier de marchandises. L'offre véhicule est là, les acteurs seront prêts à franchir le pas, il y a une vraie volonté et une sensibilité pour sortir progressivement du diesel. Et d'un point de vue infrastructure, vu que c'est des
des véhicules qui, en nombre relativement limité, en tout cas par rapport à l'ensemble du parc routier, le besoin d'infrastructures pour ravitailler ces véhicules est forcément plus limité. Et on peut concentrer davantage la force de frappe que de vouloir déployer le gaz à tous les étages, du poids lourd jusqu'au véhicule léger. Donc il est à peu près très clair qu'entre maintenant et 2020, on va rentrer dans une phase, en tout cas la filière va se mobiliser pour aider les transporteurs routiers à faire rentrer du gaz dans leur flotte. Alors ça tombe bien, en termes d'infrastructure, hein, c'est le sujet sur lequel aujourd'hui le verrou est le plus fort, hein, pour développer le gaz, même s'il y a encore quelques points à régler sur un surcoût à l'achat des véhicules, hein, il reste encore entre 10 et 20%, voire des fois un peu plus, pour acheter un véhicule à gaz par rapport à l'équivalent diesel. On me dit plus à côté, bon, il y a sûrement un sujet à régler de ce côté-là. Une surconsommation par rapport au diesel, hein, le rendement du moteur diesel est quand même meilleur que celui du moteur à gaz, donc en termes d'énergie, c'est encore un peu juste, mais il y a beaucoup de potentiel sur le moteur à gaz qui sont encore largement sous-exploités aujourd'hui. Et tout ça, il y a beaucoup d'éléments, en tout cas conjoncturels, dans le surcoût de véhicules à gaz par rapport à l'équivalent diesel qui pourraient s'améliorer, voire disparaître dans les années à venir, justement parce que le gaz et les véhicules à gaz ne bénéficient pas du même effet d'échelle que l'équivalent diesel. Il y a un élément sur lequel, pour le coup, l'effet d'échelle ne marchera pas, c'est les stations. Alors, côté filière, on commence à avoir, voire on a maintenant un positionnement et un consensus au niveau de la FGNV, en tout cas pour la période qui nous mènera jusqu'à 2020, de dire qu'avec 300 stations environ, on devrait pouvoir constituer un réseau minimal ou réseau essentiel, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour permettre à tous les transporteurs routiers, eh bien justement d'investir dans des camions à gaz et de plus se soucier, ou en tout cas de plus avoir peur, en tout cas de ne pas pouvoir ravitailler correctement son camion. Donc voilà, il faudra parier que dans les mois à venir, la filière se mobilise pour faire prendre conscience qu'on a besoin de ce réseau, qu'il faut construire très vite et très tôt. Voilà, et que avant même d'atteindre une part de marché qu'on peut estimer à 10% des véhicules à gaz à l'horizon 2020, c'est ambitieux, mais c'est quand même un scénario qui a été même acté et validé plus largement que par la filière AFGNV, hein, dans le cadre d'un groupe de travail qui a été constitué par le MEDEF, hein, qui recoupait l'UEFE, l'UFIP, etc., et qui était présenté à la PPE. Tout le monde était d'accord pour dire, y compris les carburants concurrents entre guillemets au gaz, dire qu'il y a vraiment une place pour le gaz sur les poids lourds dans ses proportions de part de marché. Donc ça va venir, et il faut vraiment que la filière dresse les mesures. Donc les mesures, c'est évidemment l'infrastructure, mais c'est aussi un sujet sur un fonds d'investissement ou un fonds de soutien en tout cas pour les véhicules poids lourds. Il y a un sujet sur la taxe, évidemment. Aujourd'hui, le TCO du véhicule à gaz, il ne tient que parce qu'effectivement on a une taxe, ou en tout cas une absence de taxe, ou une très faible taxe, en tout cas sur le gaz comparativement au diesel, qu'il faut absolument maintenir, au moins pendant une période transitoire, pour atteindre cet effet d'échelle et que le gaz vole de ses propres ailes. Un sujet également sans doute sur le biométhane, où aujourd'hui on applique la même taxe sur du gaz fossile que sur du gaz issu de la méthanisation des déchets, alors qu'une taxe est censée refléter le contenu carbone appliqué sur le biométhane, c'est un peu une hérésie, donc il va falloir sans doute régler ce sujet. Et je dirais qu'on devrait pouvoir en tout cas mettre en place un package et un corpus qui permet de placer avantageusement le gaz au niveau des poids lourds. Donc ça, c'est entre maintenant et 2020. Après 2020, les choses sont plus floues, sont moins claires en tout cas. La grande question, c'est est-ce que le gaz, par comparaison, hein, on a parlé de l'Italie tout à l'heure, ou dans une moindre mesure de l'Allemagne, est-ce que le gaz va pouvoir se propager au-delà du segment poids lourd? Donc on pense aux véhicules utilitaires, aux véhicules légers, aux clients particuliers. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y a autant de raisons de dire qu'il a vraiment sa place dans le véhicule léger que de raisons pour dire que non. C'est vrai qu'il y a une concurrence qui est bien plus forte au niveau du véhicule léger qu'au du poids lourd. Hein. Au niveau du poids lourd, la seule alternative crédible, c'est quand même le gaz. Sur le véhicule léger et utilitaire, vous avez l'électrique, l'hybride, le GPL, l'essence n'a pas dit son dernier mot, et puis le diesel, il va encore durer. Et donc, c'est plus compliqué. Pour autant, si on veut vraiment ouvrir le sujet, et si on déconstruit le TCO et qu'on regarde sur la durée comment des éléments aujourd'hui qui dégradent le TCO peuvent s'améliorer, voire s'inverser, hein, construire un véhicule léger au gaz, dans 10 ans, peut-être que ça coûtera moins cher qu'un véhicule diesel. Hein, il n'y a pas de filtre
Et ça, c'est de nature vraiment à renchir le coût du véhicule. Donc économiquement, il peut y avoir un intérêt à propager le gaz, y compris sur des plus petites gammes de véhicules. Mais là, ça c'est une autre histoire, c'est plus loin. En tout cas, au niveau de la filière, on a un scénario qu'on va appeler volontariste, où on estime, on a travaillé sur le renouvellement des véhicules. On ne peut pas placer plus de gaz dans les flottes qu'on renouvelle les véhicules. Mais on pourrait arriver à un peu moins de 2 millions de véhicules en 2030, tout confondu. Donc le poids lourd continue sa progression et côté véhicules utilitaires et véhicules légers, on peut voir une inflexion avec du gaz qui se place avantageusement sur ce créneau-là. Et s'il fallait atteindre et accompagner ce développement-là, ça nous place à entre 1000 et 1500 stations. Et là, on revient à une infrastructure que les Italiens, les Allemands ont depuis plusieurs années pour eux, où ils sont prêts évidemment pour accueillir et propager ce gaz-là au-delà du poids lourd. Voilà. Donc pour revenir à notre sujet, là le sujet c'est vraiment le TRM, alors sans oublier les marchés historiques que sont les bus et tous les véhicules urbains qui eux vivent leur vie. Mais là il n'y a pas forcément besoin de mesures spécifiques pour eux, en tout cas moins que pour les TRM. Réussissons proprement le gaz GNC, GNL sur la partie poids lourd et donnons-nous rendez-vous à la fin du quinquennat pour voir ce qu'on peut faire au niveau du véhicule léger pour l'Euro 6C avec on ne sait pas ce que vont donner tout ce qui est ces tests en conditions réelles au niveau des véhicules légers, les comparatifs entre le gaz et le diesel dans ces conditions-là, les tests n'ont pas encore parlé, donc on se donne rendez-vous dans quelques années pour voir ce que l'on peut faire sur ce sujet. Très bien, mais merci pour ce panorama. C'est quelques chiffres donc, qui nous placent dans le futur. On va revenir au présent. Et malgré finalement les contraintes que vous avez pu identifier et citer, il y a aujourd'hui des acteurs qui s'engagent en faveur de ce biogaz carburant, de ce gaz véhicule. Donc on va parler aujourd'hui avec le directeur des transports de Carrefour, M. Mazet, qui va nous parler, lui, de justement son engagement en faveur de cette filière, de sa vision pour le transport routier des marchandises, qui, comme tout le monde avait compris, se cachait derrière l'acronyme TRM. Et peut-être aussi, sans doute, nous parler de son retour d'expérience suite à ce choix initial et voir un peu les pistes d'amélioration, les pistes de progrès. Monsieur Mazet. Très bien, merci. Alors nous, effectivement, chez Carrefour, j'allais dire une aventure, on va dire un projet que nous avons démarré il y a presque 3 ans maintenant avec notamment Philippe Givonne des Transports Pérenno et Philippe Van de Ven, notre partenaire du GN Vert, dans la région lilloise, avec un principe, on va dire, complètement sain et d'une boucle complète avec, vous en parliez tout à l'heure, la récupération des déchets dans certains hypermarchés de la région nord, le traitement de ces déchets dans une usine de méthanisation et je fais simple, dans la boucle complète, la réutilisation de ce carburant dans nos véhicules pour livrer nos hypermarchés. Donc on a testé ce fonctionnement-là, on va dire quasiment sur les 3 dernières années, avec des résultats très positifs. Ce que je rajouterais en parallèle, pour être peut-être complet, c'est ce qui est intéressant dans notre vue de chargeur, c'est que dans le même temps, on a testé d'autres technologies. Alors je les opposerai peut-être pas comme... en préambule de cette intervention, parce que nous, par exemple, Carrefour, on va être amené à... Il y a plusieurs choix possibles. Quand on fait de la livraison magasin, on a choisi, je vais vous en parler, cette technologie-là, et c'est celle qui nous apparaît le plus efficace. Quand je fais du e-commerce et que je vais toucher le particulier, là, sans l'opposer du tout, l'électrique peut être complètement une solution. Donc, le test qu'on a fait, notamment sur la région lilloise, était essentiellement tourné vers nos magasins. En l'occurrence, sur l'île, c'était de l'hypermarché, mais je vais vous en parler, on le destine bien sûr surtout à nos commerces de centre-ville. Donc, on a fait ce test sur 3 ans. Avec une vraie réussite collective, avec plusieurs choses qu'il faut retenir un peu en retour de test. C'est de vrais résultats d'un point de vue environnemental qui sont connus, mais qu'il est bon de rappeler pour nous en termes de choix. C'est-à-dire vous avez globalement deux leviers, en termes de santé publique, 2 leviers très importants, 90% de CO2 en moins, plus de particules, et puis le bruit, qui peut être aussi un levier très important pour nous quand on parle de livrer nos magasins. On est sur des standards qui sont proches de la norme PIEC, ça veut dire en dessous 50 ou 60 décibels. Donc ça, c'est le premier point. Un intérêt pour nous, vous en parliez tout à l'heure, à réutiliser aussi nos déchets.
là, pour être très honnête avec vous, l'objectif est vraiment qu'il y en ait le moins possible, c'est-à-dire quelque part de déchets en production de nos magasins. Pour autant, si on se projette par rapport à votre question tout à l'heure, avec nos déchets aujourd'hui, on peut faire tourner à peu près 120 véhicules en France. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est en tout cas l'ambition qu'on a, et je vous parlerai après du programme de déploiement que nous avons. Un des premiers sujets, c'est déjà d'utiliser ces déchets-là, enfin organiques en l'occurrence, pour faire tourner une partie de notre flotte. Donc un retour très positif et d'un point de vue environnemental, et je dirais aussi, parce que c'est un sujet, Philippe vous en parlera également, bien sûr l'aspect économique, parce qu'il y a bien sûr l'empreinte en premier chef environnementale, mais l'aspect économique est un vrai sujet aussi par rapport au lancement et à l'appui sur cette filière. Les calculs qu'on est en train de faire conjointement, c'est d'arriver à un retour d'investissement partagé, puisque bien sûr qu'on porte le coût de ce modèle distributif entre 3 et 5 ans. Plus ou moins évolutif, effectivement, en fonction du coût du carburant actuel. Ça, vous l'aurez compris. Pour autant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, pour nous, nos livraisons magasins, un système très efficace, souple. Je peux autant utiliser de la SMI pour livrer des hyper que du porteur pour le centre-ville, et qui, globalement, rentre dans une logique économique équilibrée sur une durée de vie de matériel. Donc, c'est en ce sens, parce qu'on a testé d'autres technologies, qu'on est allé vers le bio-GNV. Voilà, on va en parler un petit peu plus en détail avec les transports Pérenno après ensuite. Nous, derrière, fort de ce constat-là, ce qu'on a décidé, alors on en a parlé au printemps, c'est en fait de déployer, pour se fixer des objectifs sur le sujet, 200 véhicules dans 5 agglomérations françaises. Alors on en avait à Lille, je vous en ai parlé, on en a maintenant depuis plusieurs mois sur Paris. On ira bien sûr sur Lyon, sur Bordeaux. Le but étant de couvrir ces 5 grosses agglomérations. Ça correspond à peu près à un parc magasin de 250 magasins urbains. Notre objectif est de le faire sur 3 ans. C'est à l'image de ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on est bien sûr lié à de forts investissements, au point d'alimentation de ces véhicules, à la production des industriels. Donc, et nous, quelque part, ça correspond à notre plan de marche sur le sujet. Donc, on s'est fixé 3 ans, 200 véhicules, 5 agglomérations. On ne s'interdit pas certains développements aussi sur la Côte d'Azur ou certaines grosses villes du sud de la France. L'idée déjà est de faire ce qu'on dit. Avec réellement, à travers les différentes empreintes que je vous ai citées tout à l'heure, ou les aspects, y compris financiers, de coûts de distribution, des retours très, très positifs. Voilà. Merci pour ce retour, et je crois que la transition va être assez simple avec M. Givonne, puisqu'on a parlé de retour économique, et la discussion qu'on a pu avoir tout à l'heure qui visait justement à lier quand même ces impératifs. Comme l'a dit tout à l'heure M. Giraud, il est bien beau d'utiliser un certain nombre de mots qui font mouche, mais il y en a un autre qui fait mouche, et notamment chez les transporteurs, c'est la rentabilité, puisqu'on est dans des métiers quand même où les marges peuvent être tirées et qui sont difficiles. Et donc aujourd'hui, faire ce choix du bio-GNV, je pense, enfin, du gaz carburant, du gaz de véhicule, c'est un engagement très fort pour une société comme le transport Pérenno, qui est un acteur important du transport sur le territoire français. Et donc, on va avoir un peu ce retour. Pourquoi cet engagement? Comment ce choix avec Carrefour? Et est-ce que c'est une expérience que vous envisagez d'étendre? Et sous quelles conditions et sous quelles contraintes? Donc, moi, je vais vous raconter une belle histoire, en fait. On est le leader français du transport de la grande distribution. Donc, nous sommes, entre autres, le premier prestataire chez Carrefour, plutôt l'aval, c'est-à-dire entrepôt-magasin. Le développement de la grande distribution, ces dernières années, se sont faites sur les drives et de nouveau sur les magasins de proximité. Et les livraisons pour les magasins de proximité sont liées à de plus en plus de contraintes imposées par les collectivités locales. Et on cherchait à apporter des solutions à nos clients pour les livraisons des magasins de proximité. Donc, comme l'expliquait Jean-Philippe, nous aussi, on a testé l'hybride, la fée électrique. Voilà, on a essayé aussi. Sauf que, au-delà de l'aspect communication, transition énergétique, développement durable, il n'y avait pas de pertinence économique et pas de pertinence opérationnelle. C'est un élément qui est important dans le développement durable, c'est la pertinence opérationnelle pour des entrepreneurs comme nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, comme vous l'avez dit, nous avons des faibles marges, d'avoir 4, 5 ou 10 véhicules laboratoires qui ne fonctionnent pas ou qui sont en déficit. Donc, on a challengé un certain nombre de fournisseurs, dont Iveco,
Et ils m'ont parlé des camions au gaz en me disant mais on peut même aller au-delà, on peut faire du bio. Et le côté, voilà, être aussi simple que révolutionnaire, c'est-à-dire je roule avec mes déchets, nous a intéressés. Et ça répondait aussi à l'équation bruit, parce que la nuisance sonore est aujourd'hui la première pollution. Pour le commun des mortels, le NOx ou le CO2, c'est un peu abstrait. Par contre, le bruit, je veux dire que c'est quelque chose qui maîtrise. Ils savent l'utiliser pour demander que les magasins ne soient pas ouverts de telle heure à telle heure ou interdire les livraisons. Donc il fallait essayer d'apporter une solution à des acteurs de la grande distribution. Et on a eu voilà, une écoute, une oreille attentive de la part de Carrefour. Et on a essayé de trouver des solutions. GNVR nous a accompagnés sur la région lilloise et ça fonctionne très bien. Ça répond, je répète, aux attentes. Bruit, NOx, mais aussi retour sur investissement. Et derrière, sur le côté opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a peu de contraintes pour l'utilisateur, le conducteur, qui est plutôt ravi, puisqu'il participe, voilà, son côté citoyen lui permet d'avoir entre les mains un véhicule qui fait moins de bruit, qui pollue moins, donc ça valorise aussi nos collaborateurs, ça valorise les destinataires, puisqu'ils sont livrés avec des véhicules propres qui font moins de bruit. Donc voilà, on boucle la boucle, hein, c'est circulaire. Hein. J'ai employé les 3 termes, là ça y est, je peux rendre le micro. Au-delà de ça, nous on y croit énormément. À aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, c'est la solution la plus pertinente en termes de transition énergétique. Alors, il y a l'hydrogène, hein, il y a l'électrique, il y a plein de choses. Sauf il y a une réalité économique hein, qui fait qu'il faut qu'on trouve des solutions qui soient quand même un peu gagnantes, même si c'est des termes qu'il ne faut plus qu'on emploie sous ce gouvernement. Mais voilà, donc on essaye de trouver des solutions, ça fonctionne, et on a l'adhésion de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Ça, c'est aussi un élément très important. Ça fédère même un peu les équipes, ça fédère les chargeurs, les transporteurs et même les fournisseurs de gaz. Le seul bémol à tout ça, c'est effectivement les points d'avitaillement, parce que là, la vraie contrainte, elle est là. Aujourd'hui, nous avons à peu près pas loin de 3500 véhicules moteurs. J'ai 30, 50 véhicules gaz. Je suis prêt demain à multiplier ce chiffre par 3. Le seul problème, c'est les clients sont prêts même à nous accompagner un peu financièrement. Les constructeurs de véhicules sont prêts. Par contre, les acteurs du gaz ne sont pas prêts. Voilà. Donc je le dis à chaque fois, je bouscule un peu les lignes, mais je suis là pour ça. Voilà. Nous, on a une vraie attente. On est obligé de proposer une solution clé en main auprès de nos clients. Voilà. En leur disant, voilà, moi je suis capable de vous mettre des camions gaz. Ils ont de plus en plus de contraintes pour ouvrir des magasins en centre-ville. Donc il faut qu'ils soient capables d'apporter des solutions et de présenter auprès des collectivités locales des livraisons avec des camions sexy. En plus, les contraintes sont de plus en plus fortes puisqu'ils ne payent pas. Donc, ils vous mettent des contraintes. J'ai un exemple concret. Aix-en-Provence vient d'annoncer qu'à partir du 1er février 2016, la livraison en centre-ville ne pourra être faite que par des véhicules Euro 6, hybrides ou gaz. Sinon, les autres, ils ne pourront plus rentrer. Donc, il faut bien apporter des solutions. Donc là, voilà. Nous, on a la volonté. Les clients sont prêts à nous accompagner. Maintenant, on a besoin que les pouvoirs publics nous donnent de la visibilité parce que, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, aujourd'hui, la fiscalité du gaz est quasiment nulle. Donc, on a besoin d'avoir un peu de visibilité parce que l'investissement est quand même sur 5 ans. Donc, voilà, s'il y a des changements en cours de route, ça peut être un peu compliqué pour le BICES. On sent que c'est la mort du diesel. Hein, enfin, 1 centime de plus à partir de l'année prochaine. Donc, en ce moment, c'est sus au diesel, donc il faut qu'on apporte des solutions. Nous, on est prêts. Techniquement, ça fonctionne. Opérationnellement, ça fonctionne. Maintenant, ouvrons un peu et demandons à nos chers élus d'aller un petit peu plus vite pour ouvrir des points d'avitaillement. Et je répète quand même, hein, rouler avec ses déchets, pour moi, techniquement, j'y connais rien. Hein. Je suis transporteur, mais les camions, ça ne m'intéresse pas. C'est un outil de production. Par contre, raconter cette histoire à mes collaborateurs et à mes enfants, vous savez, je prends toujours la métaphore cinématographique de Doc là, dans Retour vers le futur. C'est la peau de banane que je mets dans la DeLorean et je pars avec. Le camion, c'est pareil.
c'est de l'énergie non fossile, c'est effectivement des emplois, c'est non délocalisable, ça permet d'améliorer la balance commerciale française. Donc il y a tous les atouts pour que ça fonctionne. Donc maintenant, demain, on attend une action très forte des pouvoirs publics pour avoir je répète, j'insiste lourdement, des stations. Ouvrez des stations et mécaniquement, on mettra des camions sur la route. Merci beaucoup. Alors, on serait bien resté à imaginer rouler en DeLorean, mais on va plutôt passer au bus et on va parler un peu de transport public. Et on va parler avec M. González Pizarro, qui est directeur projet bus électrique et GNV chez Keolis, et qui va nous livrer à son tour, lui, sa vision de ce gaz carburant, de ce biogaz carburant. De la même manière, nous donner un peu sa stratégie sur la mobilité durable, plus généralement. Et nous donner aussi, puisqu'on a parlé d'élus, de collectivités, un peu le regard des collectivités locales sur ce schéma, puisque là, il y a des DSP qui peuvent se mettre en place, mais avec des enjeux, là encore, des enjeux économiques. Donc voilà, nous relater un peu ces aventures sur le terrain. Merci beaucoup. Et donc, je travaille pour Keolis. On est un opérateur majeur dans les transports publics. Et en GNV, on opère en France 1000 bus, et surtout à Lille, et Bordeaux, Le Mans et Strasbourg. Il y a quelques années aussi à Quimper. Et donc, on a un très bon retour d'expérience de cette technologie. Et comme on a dit tout à l'heure, il nous faut des infrastructures et il nous faut aussi du retour sur investissement. Et on essaye de développer de plus en plus la filière, surtout en Île-de-France, où il y a un vrai pari du STIF aussi pour développer la filière GNV et aussi électrique. Et nous sommes en train de proposer des différentes solutions, parce qu'ensuite, en fonction des demandes des collectivités, on doit proposer des différentes alternatives. Et donc, à Paris, on est en train de passer des dépôts des bus diesel à GNV. Et on parlait tout à l'heure que ça, ce n'est pas, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et effectivement, construire une station de GNV, elle met quelques mois. Et aussi passer, par exemple, une flotte de bus, de 50 bus diesel au GNV aussi, on a besoin de quelques années pour le faire. Et nous, on part sur plusieurs hypothèses. C'est de renouveler toute la flotte de 50 bus en un an ou en 3 ans ou en 5 ans. C'est comme ça qu'on présente nos projets à la collectivité, en sachant que la station, on l'aura en moins de 18 mois. Et donc, après, on a parlé tout à l'heure de l'investissement. Un bus diesel, il coûte un petit peu plus qu'un bus... un bus GNV, il coûte un petit peu plus qu'un bus diesel. Donc, ça, il faut le tenir en compte. Et il y a le coût d'investissement pour les stations. Et il y a aussi un petit peu plus de maintenance, de coûts de maintenance à réaliser. Et le coût d'opération, ça va être le même. Et après, le gros avantage, ça va être dans le coût du combustible. Et la différence entre les diesel et les GNV va faire que nous soyons rentables à peu près entre 15 et 8 ans. Maintenant, ça va un peu plus parce que la différence entre les diesel est un peu plus inférieure. Mais bon, pour nous, comme on essaie de travailler avec les collectivités dans le long terme, on les accompagne. Et ce qu'on propose, c'est ce type de projet. Et on les explique bien aussi que le projet ne sera pas rentable tout de suite, mais que dans les années à venir, on trouvera ces rentabilités. Et surtout, ce qu'on propose aussi, c'est les bio-GNV, parce que comme on dit, on rentre dans les cercles vertueux où on réutilise nos déchets. Et donc, à Lille, par exemple, il y a un grand centre de traitement des déchets où on produit des bio-GNV et nos flottes à Lille, ils roulent, tous les bus à Lille, ils sont des bus GNV.
C'est la seule ville en France qui roule complètement propre au niveau transport public, parce qu'il y a les métros et les tramways qui sont en électrique et les bus, ils sont en GNV. Donc il y a 0 diesel à Lille. Pour nous, c'est un vrai exemple. Et tout ça depuis presque 2 ans. Et on a renouvelé les derniers bus diesel et par des nouveaux bus Euro 6. Et donc on est très, très content et très fiers d'accompagner nos autorités organisatrices de transport dans ces démarches-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous accompagnons les autorités dans toutes ces démarches et que c'est elles qui vont investir sur la flotte de véhicules ainsi que sur les stations. Nous allons opérer simplement les bus et les maintenir. Donc c'est aussi notre savoir-faire, c'est aussi conseiller les autorités organisatrices pour voir quels sont les meilleurs moyens de transport dans chaque zone de la ville ou même dans chaque ligne. Et comme on disait tout à l'heure, des fois il y a maintenant beaucoup d'élus et des collectivités qui veulent de l'électrique. On doit les accompagner aussi pour mettre des bus électriques. Si l'élu il a décidé ça et il pense que c'est la meilleure solution pour sa ville, on doit les accompagner. Par contre, on présente aussi les autres alternatives. Et on dit, voilà, un projet de bus électrique, c'est équivalent aussi à un projet de bus GNV, sauf qu'on va acheter 50 véhicules au lieu de 10. C'est ça aussi un peu les messages que nous passons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout, comme je disais, les villes qui ont du bio-GNV, parce qu'eux aussi ils sont conscients qu'on rentre dans le cercle vertueux d'utiliser les GNV comme combustible. Et là, nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut changer tous les bus diesel par des GNV si vous avez des sites de biométhanisation à côté. Donc voilà, c'est un peu le résumé qu'on fait. Et aussi à l'international, on travaille là, dans des différents pays. On a des bus GNV en Suède. On a plus de 400 bus en Suède qui roulent en bio-GNV. Et aux Pays-Bas aussi, on a des bus qui roulent au bio-GNV. Et aux États-Unis, on commence à voir aussi à Las Vegas des 28 bus qui sont en train de rouler aussi en bio-GNV. Donc on a aussi ces retours d'expérience qu'on peut apporter aussi aux collectivités sur les opérations et la maintenance de ce type de véhicules. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Et je pense qu'on va finir ce tour de table donc avec M. Van de Ven de GNVR, puisque je pense qu'on l'a tous compris après avoir écouté les uns et les autres. On est dans une problématique de fait de poule finalement, puisqu'il faut beaucoup de biométhane pour beaucoup de stations d'avitaillement, mais il va falloir beaucoup de stations d'avitaillement pour faire rouler ces véhicules au biogaz carburant. Donc c'est dresser un petit état des lieux de la situation actuelle, de vos premières expériences aussi sur l'approvisionnement de ces véhicules, et puis peut-être aussi nous donner quelques chiffres, quelques éléments sur le nombre de stations, le coût d'une station, quantifier un petit peu ce surcoût également en consommable. Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un surcoût de l'ordre alors 20, moi j'ai compris que c'était plutôt 20, 25, peut-être un peu plus sur le coût d'un bus. Peut-être nous parler aussi justement du coût d'une station d'avitaillement et puis de ce surcoût en consommable pour qu'on puisse fixer quelques chiffres et qu'on puisse repartir les uns et les autres avec quelques éléments qu'on pourra ressortir pour briller en société. Vaste sujet. Bon, je vais essayer néanmoins de fournir quelques éléments. Simplement, donc, GNVR, que je présenterai comme l'opérateur de mobilité durable du groupe Engie, société qui existe depuis maintenant un peu plus de 15 ans, depuis 1998. On peut dire leader sur le marché du gaz naturel carburant. Les chiffres diffèrent, mais on peut dire qu'il y a environ 200 stations GNC en France, dont 140 sont exploités par GNVR. Donc on est vraiment leader sur le marché.
J'aimerais peut-être prendre 2 exemples et puis refaire un peu un historique de la situation en France pour pouvoir mieux expliquer où on va. 2 exemples en France, il y a, on va dire 2 chefs de file, c'est vraiment l'Italie et l'Allemagne, mais 2 situations complètement différentes. L'Italie développe le GNC depuis une trentaine d'années. Plusieurs raisons. À l'époque, l'Italie était un producteur de gaz, donc ça lui permettait aussi de mieux équilibrer, on va dire, sa balance commerciale. 2 acteurs importants aussi, Fiat et Iveco, qui ont rapidement misé sur la construction de véhicules au gaz. Et, il faut savoir qu'ils représentent 80% du marché en Europe. ENI, qui a été un acteur très important également en Italie, et un soutien très fort du gouvernement italien. Donc, ce faisant, on a une situation maintenant avec environ 1 million de véhicules au gaz en Italie. Alors, restons calmes, ça reste quand même un marché de niche. Hein. On parle d'un parc automobile de 40 millions de véhicules, donc on est à 2,5%. Hein. Mais on a une infrastructure qui est nettement plus développée que celle qu'on a en France. Il y a 1200 stations. Par contre, j'apporte un bémol. Je participais à une table ronde similaire à Milan avec Fiat et Iveco il y a 3 semaines. Le marché est en train de se développer en Italie. Par contre, ils ont essayé un peu de dresser un profil de l'acheteur du GNC et aussi de voir ses attentes. Et ce qui ressort, c'est que même avec 1200 stations publiques, ce n'est pas assez. Et donc, tout le monde est convaincu de l'ensemble des attraits du GNC. Au niveau environnemental, ça ne fait aucun doute. Au niveau économique, en Italie, il faut savoir que le carburant est environ 50% moins cher que le diesel. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui taxe le plus fortement le diesel et pas du tout le gaz naturel. Donc on a vraiment une solution économique parfaite. Et donc, on reconnaît tous les bienfaits, mais il y a un facteur qui freine le développement du marché, c'est le manque, et il y en a 1200, de stations GNC. On passe à l'Allemagne, même chose, environ 1000 stations, grosse différence, 100 000 véhicules. Et là, on voit que l'équilibre économique est beaucoup plus précaire. Là aussi, on a des acteurs, des constructeurs allemands, je vais prendre Audi, je vais prendre Volkswagen, qui fait aussi des véhicules propres, qui se sont vraiment investis sur la filière. Alors ils l'ont développé différemment. Hein. Si on met les stations italiennes sur une carte, on voit vraiment que c'est un marché régional. Donc ça s'est développé où il y avait une demande. En Allemagne, ils l'ont peut-être un peu plus fait d'une manière allemande. Ils l'ont déployé d'une façon en mettant, j'exagère, hein, mais tous les 6 km une station. Si on faisait la même chose en France, on aurait autant de stations en Île-de-France qu'en Ardèche. On se rend bien compte qu'en Ardèche, il y a peu de clients et qu'en Île-de-France, elles vont être vite saturées. Donc, on a vraiment un problème en Allemagne sur le développement. Sachant en plus que la progression du marché est d'environ 10 000 véhicules par an. Donc, à ce rythme-là, ça va prendre un siècle pour rattraper l'Italie. Il y a un problème. Et là, vous me dites où est-ce qu'il va ? Mais justement, ils ont fait une étude pour comprendre mieux pourquoi ça ne se développait pas plus rapidement. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié un acteur, c'est le concessionnaire. Et en faisant des analyses, pour 10 clients entrant chez un concessionnaire avec l'intention d'acheter un véhicule GNC, j'insiste, avec l'intention d'acheter un véhicule GNC, il y en a 7 qui sortent avec un diesel. Donc il y a une reconversion du concessionnaire vers un véhicule gasoil. Pourquoi ? Tout simplement parce que le concessionnaire n'y voit pas son intérêt. C'est une complexité, c'est un manque de visibilité sur la valeur résiduelle et c'est un enjeu des véhicules. Philippe Given pourra en parler. Et aussi, tiens, c'est d'autres équipements, c'est de la formation de personnel, etc. Bref, il est un peu difficile d'y trouver son compte. Et donc, il retourne rapidement vers le plus facile. Donc tout ça pour montrer qu'il est important d'avoir une très bonne coordination entre les différents acteurs de la filière.
Et je fais partie des deux associations, aussi bien la FGNV en France que la NJVA en Europe. Je ne fais que renforcer le message que ces associations doivent être fortes, qu'on doit donner aussi les ressources pour justement pouvoir mieux faire connaître le gaz, pouvoir faire connaître ses avantages et aussi travailler sur les enjeux du développement. Donc je reviens à la France maintenant. En France, je dois vous dire que je me fais de temps en temps challenger sur le développement du gaz naturel carburant en France par mes confrères européens. C'est pas si pire. Véhicules particuliers, on oublie. Pour moi, on a 40 stations publiques en France. Je roule au GNV, mais je dois vous avouer, c'est parce que je suis directeur général de GNVR. Et je sais ce que c'est que la complexité aussi de devoir faire 2 ou 3 kilomètres pour aller faire le plein. Il n'y a rien à faire. Ça ne convient pas à monsieur tout le monde. Moi, ça me convient, je ne me pose pas de questions. Mais j'ai un enjeu majeur aussi. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé donc il y a une vingtaine d'années en France. Ça a commencé sur le bus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une belle histoire à raconter. C'est un carburant qui a énormément de vertus au niveau environnemental. Et donc, on a commencé là-dessus. L'aspect financier, je dois vous dire, à cette époque, était un peu moins important. Et donc, les collectivités, et beaucoup de collectivités, ont misé sur le gaz naturel carburant au niveau des bus, et puis assez rapidement, quelques années après aussi, au niveau des bennes à ordures ménagères. On a environ 10% des bus en France, je pense que vous connaissez mieux les chiffres que moi, mais qui roulent au gaz naturel. Et on est assez proche aussi au niveau des bennes à ordures ménagères, un peu moins. À Paris, 400 bennes à ordures ménagères dans Paris intramuros, il y en a 300 qui roulent au gaz naturel. On le sait peu, mais on a des bennes à ordures ménagères propres et qui font moins de bruit. C'est 3 décibels en moins, c'est 2 fois moins de bruit. Ça a des avantages aussi. Si vous êtes parisien, vous savez ce que c'est d'avoir les bennes à ordures de ménagères à 6 h du matin dans la rue. Donc, ça s'est développé là-dessus. Depuis quelques années, on a vraiment un développement important et je pense que c'est le segment qui présente le plus de potentiel de développement au niveau du transport routier de marchandises, le fameux TRM. Également sur les flottes captives, donc les véhicules utilitaires légers et les véhicules légers. Mais c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que, et là je réponds à une de vos questions, combien est-ce que ça coûte une station GNVR, station GNV? Je pense que c'est le même prix chez la plupart des fournisseurs. 2 types de stations. Les stations véhicules légers, qui sont en fait des stations avec des petits compresseurs, mais avec des capacités d'avitaillement qui sont assez limitées, c'est environ 200 000 €. Pour une station poids lourd avec de gros compresseurs, avec de la redondance, donc permettant aussi un taux de disponibilité important, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, si la station est en panne, quand c'est un véhicule léger, moi si mon véhicule, j'ai pas de gaz, je vais rouler à l'essence parce que j'ai les 2 carburants présents sur le véhicule. Un camion des transports Péréno qui est au gaz, si la station est à l'arrêt, le véhicule est à l'arrêt. Et c'est un enjeu majeur. Donc il faut des stations avec une fiabilité, un taux de disponibilité qui est vraiment très élevé. Donc une redondance aussi de compresseurs. Et ça coûte plus ou moins 1 million. C'est beaucoup plus cher qu'une station carburant classique, diesel on va dire. Et en plus, on a quand même des installations, ce sont des compresseurs qui portent un gaz à une pression de 200 bars. Donc ce sont des efforts mécaniques importants, c'est aussi une maintenance qui est assez coûteuse. Donc on comprend bien que la station, aussi bien au niveau des CAPEX que des OPEX, est assez coûteuse. Donc ce qu'il faut du volume, il faut répartir, diluer ces coûts importants sur un nombre maximum de kilos de GNV à la pompe. Alors, dans le cas des réseaux de bus, on a souvent le cas. Si je prends un réseau d'une centaine de bus, on a vraiment des consommations qui permettent d'avoir un carburant qui est très compétitif. Si on prend un réseau de bus avec une vingtaine ou 25 bus, la solution est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a un carburant là, qui va être environ du même ordre de grandeur au niveau prix que le diesel. Vu que le véhicule est plus cher, vu que les coûts d'entretien c'est en train de diminuer mais sont plus chers aussi, on va parler de TCO, de Total Cost of Ownership, en bon français le coût de détention totale, l'équilibre là est un peu plus compliqué. Par contre,
quand on met beaucoup de véhicules, on a une solution. Et je peux dire maintenant que c'est au moins iso-coût, voire même ça coûte moins cher que le diesel. Donc on s'est développé sur le bus. On se développe aussi sur le transport de marchandises, mais 40 stations publiques en France. C'est pas assez. C'est pas assez pour Philippe Givonne, c'est clair, mais c'est pas assez pour beaucoup d'autres transporteurs. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour faire en sorte que ça se développe? Ce que je peux dire, c'est que on est en train, nous, de réfléchir, et pas uniquement GNVR, hein, on a la chance de faire partie d'un grand groupe et donc d'avoir une réflexion là-dessus. Et on est dans une phase finale d'approbation pour des budgets assez importants pour des déploiements de stations, avec un gros projet de déploiement en Ile-de-France, mais également à travers la France. Donc il faut une coordination des acteurs, il faut un bon partage des risques. Et ça, on a chacun notre vision du partage des risques et c'est normal. Peu importe qu'on ait des visions différentes, la seule chose, c'est qu'il faut arriver à un consensus. Qu'est-ce qu'il faut pour le futur? Un lobbying efficace par rapport à la taxation. On en a parlé. Il faut que la taxation reste à un niveau qui va permettre vraiment de développer le marché. Après qu'elle augmente, c'est juste naturel et on sait que ça se fera. Par contre, on a ces 2 dernières années une augmentation, on était à 0 au niveau taxation. On était l'année dernière à 2 centimes par kilo, on est à 4 centimes cette année, on est à 6 centimes l'année prochaine. Ça ne représente rien au global comme recette pour l'État, on parle de quelques millions. Par contre, c'est un message assez difficile qui est envoyé parce qu'on voit un changement et on ne sait pas où le changement va s'arrêter. Et je pense que c'est difficile pour nous, c'est difficile pour les transports pérennes, c'est difficile pour tout le monde. Donc ça, il faut vraiment pouvoir le tenir. Deuxième point, l'instruction des dossiers administratifs. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de quelques mois. Une station, vraiment, ça prend 1 an. Une partie importante est vraiment l'instruction des dossiers administratifs et on est aussi limité en termes de puissance parce que sinon on part dans des dossiers à autorisation, puis là on prend 1 an de plus dans la vue et ce qui fait en sorte qu'on a tendance à ne pas y aller. Donc ça c'est des dossiers qu'on travaille. On va commencer aussi à travailler fortement avec la FGNV là-dessus. Un point, le biométhane. Je pense que tous les acteurs ici en ont parlé. Le GNC, c'est une belle solution, mais ça reste une énergie fossile. On va se faire rattraper un jour ou l'autre, dans 10 ans ou dans 15 ans, par la cavalerie. On sait bien que c'est l'énergie fossile la plus propre, mais néanmoins, ça reste une émission de CO2. Donc la solution, c'est le biométhane. Carrefour l'a très bien compris et part sur une solution qui est 100% biométhane, donc pas d'émission de CO2. Ce qui veut dire que le développement de la filière biométhane est essentiel. Je suis d'avis, moi, que le développement de la filière GNC sera difficile sans production de biométhane. Et, de manière similaire, le développement du biométhane sera assez compliqué si on n'a pas une utilisation carburant. Juste un ordre de grandeur. Hein. La production de biométhane injecté, donc celui qu'on peut utiliser comme carburant en France, est d'environ, ça évolue pour l'instant parce qu'il y a des projets qui s'ouvrent, mais on est plus ou moins à 130 gigawattheures par an. Je pense que Engie a 100 gigawattheures plus ou moins là-dessus. Et juste sur l'été, nous avons vendu GNVR 45 gigawattheures de biométhane. Donc on a vendu 1/3 plus ou moins du biométhane qui est produit en France. Donc on voit bien que le potentiel de développement, et c'est beaucoup plus compliqué sur les réseaux de chaleur et autres, pour des raisons aussi simplement, il y a vraiment un incitatif et on peut remercier l'ADEME aussi là-dessus pour favoriser l'utilisation carburant du biométhane. Donc ça, le développement du biométhane, et je sais que la filière a de temps en temps aussi des enjeux, c'est important de lever ces enjeux-là et d'assurer une pérennité de la filière biométhane. On parle du développement des véhicules. Je pense qu'en France, on a la chance aussi d'avoir une production des moteurs au gaz naturel en France, donc c'est bon pour l'économie locale.
Par contre, il faut développer, on a une belle offre, mais il faut encore développer plus l'offre de véhicules. Il y a un besoin de puissance de la part des transporteurs qui est en train de diminuer. En fait, ils se sont rendus compte qu'avec 350 chevaux, on faisait déjà pas mal de choses là. Mais aussi, et ça viendra dans 2 ans, des autonomies aussi qui vont passer à 700 ou 800 km. Et donc là, on va aussi déplacer le point d'équilibre entre le GNL et le GSC. Alors le rêve suprême, c'est d'avoir des constructeurs français qui s'engagent aussi sur le gaz naturel, mais on n'y est pas pour l'instant. PSA et Renault sont sur d'autres projets que ceux-là, mais sait-on jamais. Donc voilà un petit peu, j'étais un peu long peut-être, mais c'est pour moi les enjeux vraiment du futur du gaz naturel. Philippe Givonne le disait, on a une belle histoire à raconter. On a aussi, on parlait des enjeux de foncier, et puis ça c'est vrai. Par contre, on a de plus en plus une oreille attentive des collectivités par rapport à ça. Tout le monde se rend compte que ça fait partie de la transition énergétique. Je cite à moi-même aussi les fameux mots magiques, mais c'est la transition énergétique des territoires. Et donc vraiment, on commence à avoir un support des collectivités pour trouver des fonciers. Et également, les DREAL commencent à être vraiment au fait des dossiers gaz naturel, et les autorisations sont un peu plus faciles et un peu plus rapides à avoir. Voilà. Merci pour ce panorama très, très complet. Je vais passer, non pas la parole et le micro à la salle pour des questions. Voilà, donc une première question, j'avais prévu de poser la première, comme ça. Devant aller à une autre table ronde, je ne vais pas tarder à partir. Oui, mais donc, pour vous la question. Ne partez pas. Bon, Société d'EFA, distributeur de gaz carburant en France depuis 1948. Je venais vers vous, vous disiez qu'on n'arrivait pas à développer les stations en France. Il existe en Belgique, et c'est Volvo qui le propose, des dual fuel. Pourquoi en France, on ne pourrait pas concevoir d'avoir un maillage dans un premier temps avec des véhicules qui roulent à la fois au diesel et au gaz? Première question. Seconde question, l'Europe a validé les ADR pour les véhicules qui roulent au gaz. Dans mon cas particulier, ce véhicule m'est inaccessible parce que ce véhicule n'est toujours pas homologué en France. Voilà, vous êtes à la SGNV, vous voulez développer à la fois les véhicules lourds, les stations-service. Ne serait-il pas moyen, si on faisait le dual fuel, d'obtenir la marche intermédiaire pour passer d'un état à un autre? Moi, je vais venir au secours de Jean-Claude. Je vais répondre en tant qu'utilisateur. Le dual fuel, nous, on a des véhicules hybrides. En fait, le véhicule hybride, c'est hybride. Ça fait tout à moitié. Et ce n'est pas la solution. Et le dual fuel, c'est pareil. Ce n'est pas la solution. Sur ce type de technologie, il faut aller au bout du système. Et là, le problème, c'est que le point d'équilibre économique est encore plus compliqué à trouver. Et ça apporte des contraintes importantes. Philippe en parlait. Les kilomètres de raccordement, les kilomètres d'approche, c'est un détail. Mais nous, on est sur des métiers à faible marge. Le diable étant dans le détail, on ne peut pas se permettre de faire 3, 4, 5 km de plus pour aller faire le plein, parce que le point d'équilibre de la rotation est remis en cause. Ou le point d'exploitation. Donc le dual fuel, en tant qu'utilisateur, n'est pas une solution. On l'essaye avec le projet équilibre. On voit que ça a des vraies difficultés. Et en plus, on a des contraintes vis-à-vis des constructeurs, parce que qui prend en charge la responsabilité de la garantie? Enfin, je veux dire, c'est un combat sans fin. On a des vraies difficultés par rapport à ça. Donc, en tant qu'utilisateur, le dual fuel, ce n'est pas la solution. Je parlais du véhicule. Hein. Maintenant, sur le lobbying, je suis d'accord avec vous, il y a un vrai souci en France. La technologie GNV existe depuis des années. Depuis les années 40, ça fonctionne. Pourquoi on ne l'a pas développé avant? Parce qu'il y a un lobbying des pétroliers. Nous sommes un transporteur de la région Rhône-Alpes. Renault, l'électrique, l'hybride, mais pas le gaz. Pas le gaz. Ça ne les intéressait pas. Et effectivement, le constructeur gaz le plus au point, c'est Iveco. Voilà. C'est l'Italie qui est en avance, qui a 1200 stations. Voilà. Donc on a un vrai souci en France de lobbying où il faut qu'on arrive à convaincre l'ensemble de la filiale. Oui, vous avez tout dit. Donc, c'est pour ça que Volvo a développé ce véhicule et que ça ne prend pas en France, finalement. Il a répondu en tant que client et utilisateur. Mais merci d'avoir cité la marque Volvo.
D'autres questions? Bonjour, Théo Solzel, je suis ingénieur énergéticien et je me posais une question par rapport au réseau de gaz. C'est à propos du pouvoir calorifique. Est-ce que d'injecter beaucoup de GNV, on pourrait avoir un réseau unique et pas avoir deux zones de distribution de gaz avec des gaz différents? Est-ce que ça va faire beaucoup à changer après au niveau infrastructure ou pas? Alors, effectivement, en France, on manipule deux pouvoirs calorifiques différents. Vous avez une petite part du réseau, c'est à peu près 1/15 de la consommation française qui se fait en ce qu'on appelle en gaz B, pour gaz à bas pouvoir calorifique. Donc le PCS, il est environ 15% inférieur au pouvoir calorifique de l'ensemble du réseau. Alors, normalement, c'est un gaz qui est amené à disparaître. À la fin des années 2020, on ne parlera plus de gaz à bas pouvoir calorifique en France et en Europe. Le gisement qui a été découvert il y a une quarantaine d'années maintenant, à Groningue dans les Pays-Bas, est en cours d'épuisement. Et donc il s'agit effectivement de convertir progressivement tous les réseaux gaz dits bas pouvoir calorifique en haut pouvoir calorifique. Donc ça va se faire progressivement à partir de quelques années sur une grosse dizaine d'années jusqu'à la fin des années 2020. Après, effectivement, alors en France, je ne sais pas si on a de stations raccordées en gaz B, mais sauf erreur de ma part, ça joue sur l'autonomie, effectivement, parce que vous emmagasinez moins d'énergie dans un espace qui est le même que pour du gazage. Après, en termes de puissance moteur, ça ne doit pas changer grand-chose, compte tenu du fait que les fameuses sondes lambda et autres équipements électroniques agissent sur le mélange air-gaz et donc font en sorte que finalement la puissance moteur est très peu impactée par cette différence de PCS. En Belgique, aux Pays-Bas, vous avez des stations qui sont en gaz B, donc le prix à la pompe il est un peu plus faible, le prix du kilo il est un peu plus faible, mais il n'y a pas de contre-indication en tout cas pour l'utilité du véhicule par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors, troisième question. Oui, bonjour, Florence Rudolph, sociologue, INSA de Strasbourg. J'aurais une question par rapport à la planification, disons, de ces infrastructures. Quelles sont les autorités responsables? Est-ce qu'il y a déjà des projets d'équipement, enfin, qui seraient les plus rationnels pour équiper, comme vous disiez, cette infrastructure minimum ou minimale? Voilà. Et peut-être aussi juste un petit mot aussi par rapport à l'Allemagne, parce que vous avez votre voisin aussi a rapidement évoqué la méthode à l'allemande. Voilà, donc voilà. Peut-être les deux éclairages. Merci. Alors, ça me donne l'occasion de donner un détail que je n'ai pas donné. Effectivement, l'existence d'une directive européenne qui a été adoptée en septembre de l'année dernière et qui demande à chaque État membre de déployer un réseau de distribution pour les carburants alternatifs, donc gaz, électricité et dans une moindre mesure l'hydrogène. Et cette directive elle demande à chaque État membre de formuler un plan d'action pour le 18 novembre 2016 au plus tard sur chacun de ces volets-là pour consolider au niveau européen une stratégie européenne qui sera regardée de façon récurrente où chaque État membre, une fois qu'il aura donné ces éléments chiffrés et les mesures qui permettent d'atteindre ces éléments chiffrés, vérifiera que la feuille de route est bien suivie. Et donc les travaux pour construire ce plan d'action démarrent. Donc la filière FGNV va démarrer ses travaux dans quelques semaines pour contribuer à construire ce plan d'action, en tout cas sur le volet GNC-GNL. Voilà, on se donne à peu près 6 mois pour avoir une position filière sur le sujet. Après, pour répondre à votre question, concrètement, au niveau de l'État français, entre Direction générale de l'énergie du climat et la Direction générale des infrastructures de transport et maritime, donc respectivement DGEC et DGTM, on ne sait pas encore exactement qui des deux va prendre ce sujet pour porter la réponse auprès de la Commission. Le message qu'on nous a envoyé, c'est qu'il ne fallait pas attendre de savoir qui des deux va prendre le lead et que tout ce que la filière pourra faire par elle-même, ce sera d'autant de travail en moins à faire par la Direction générale qui devra porter ce sujet. Après, voilà, à nous de construire, pour ça que je me suis un petit peu appesanti sur la façon de présenter l'histoire jusqu'en 2030, même si la directive elle s'arrête plutôt en 2025. Je rappelle la directive, elle demande en 2020
de placer des bornes d'avitaillement en nombre, je ne sais plus quel est le terme exact, nombre pertinent, en GNC pour 2020 et GNL pour 2025. Mais bon, elle est relativement évasive sur ce sujet-là. D'aucuns vous diraient qu'elle est relativement peu engageante. Nous, ce que l'on voit, c'est que ça crée une occasion, une fenêtre de tir pour remettre la place du gaz et voilà, obliger en tout cas d'avoir au niveau des stratégies nationales à repenser la question du gaz dans la stratégie globale d'ouverture du mix dans les transports. Et donc ce momentum, il faut vraiment qu'on le mette à notre profit pour retenter notre chance. On a déjà par le passé essayé de faire percer le GNV en France, ça n'a pas forcément bien réussi. Donc là, on a une nouvelle chance. Il y en a qui vous diraient que c'est peut-être la dernière. Donc il faut vraiment saisir l'occasion pour avantageusement placer le GNC et le GNL sur le sujet. Alors votre question par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne c'est un peu différent, enfin, je passerai le micro mais en Allemagne ça a été fait il y a une dizaine d'années. C'est vrai que ceux qui ont investi dans les stations, c'est plutôt ce qu'on appelle les Stadtwerke, les distributeurs allemands, mais c'était une autre époque. Je ne pense pas que l'Allemagne aujourd'hui en 2015 elle saurait refaire ce qu'elle a fait il y a plus de 10 ans en Allemagne. Et alors je suis tout à fait d'accord avec Philippe, la façon dont ça a été fait en Allemagne, ils ont quadrillé le territoire de façon très mécanique et c'est vraiment une des raisons pour laquelle ça ne marche pas en Allemagne, c'est qu'il y a des endroits où il y a trop de stations et d'autres endroits où il n'y en a pas assez. Et là, depuis quelques années, ce qu'ils font, c'est que le nombre de stations globales n'augmente plus, mais ils démantèlent des stations pour les remettre aux autres endroits. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup regardé cet exemple allemand pour ne pas refaire la même chose. Donc ça confirme le fait qu'en France, il faut capitaliser sur les bassins de demande, vraiment les détecter. Et une fois que ces bassins de demande auront bien été détectés, créer des zones denses. Et on ne pourra pas être partout, donc il y aura des déserts de stations pendant quelques années en France, mais il faut que la mayonnaise elle prenne sur les endroits et des cellules souches entre guillemets pour que le gaz se grandisse autour de ça et après par capillarité aller vers les endroits de moins en moins denses. Voilà. Je voulais juste compléter votre propos, par exemple, par rapport à notre vision. Nous, par exemple, en tant qu'utilisateurs comme les transports pérennes, ce dont on a besoin, c'est pas forcément qu'il y en ait de partout, même si par rapport à l'Ardèche, on peut avoir... je sais. Non, mais typiquement, quand on parle, par exemple, de grande distribution au sens large et de modèles distributifs de la plupart des cités, il y a très souvent des bases logistiques autour des villes. Et typiquement, c'est en ce sens que le gaz correspond vraiment aux besoins de la livraison magasin. Quand vous parliez c'est déjà ces zones-là, on le pense qu'il faut servir de manière, sur des principes de station publique, de manière à ce que la plupart des acteurs puissent y aller et massifier la demande. Et ça, c'est un vrai sujet de partage avec nos partenaires. Et je pense que cette manière-là, avant d'aller en mettre, même s'il en faut, à plusieurs endroits pour couvrir le territoire, il y a un véritable intérêt de santé publique par rapport à la ville et surtout quelque part un besoin qui fait qu'à un moment donné, on a des dizaines et des centaines de véhicules qui distribuent, et la plupart des distributeurs, les centres-villes, qui partent globalement des mêmes zones d'activité. On a les nôtres, mais à proximité, il y a celles des autres acteurs. Donc on a un véritable intérêt, là, potentiellement, si les stations sont bien positionnées, à massifier la demande et à catalyser un peu le développement de la filière. Voilà. Simplement pour compléter... Pour compléter, donc, je suis entièrement d'accord qu'on a vraiment une fenêtre de tir actuellement pour le développement du gaz naturel. Est-ce que c'est la seule? Probablement. Je pense que si on loupe cette occasion, ce sera assez compliqué dans le futur. Une chose est sûre, c'est qu'on vient de vivre des années, voire des décennies de suprématie du diesel. Je ne sais pas si le diesel est mort, mais en tout cas, il est mal en point. Et je pense qu'on peut être sûr que c'est la fin, en tout cas, des incitatifs à l'utilisation du diesel. Ça, c'est clair. Donc, on vient d'un tout diesel vers un mix beaucoup plus équilibré de carburant. On parle du gaz naturel, et dans le gaz naturel, il y a le GNC, il y a le GNL, et puis là, l'équilibre, il faut avoir. Ce sont, ça sort un peu du sujet d'aujourd'hui. Il y a l'hydrogène aussi. L'hydrogène, on vient d'ouvrir notre première station hydrogène il y a quelques mois dans la région à Lyon. L'hydrogène, le business model, il n'est pas encore là.
Et donc, ce n'est pas un carburant de demain, ça, l'hydrogène, c'est un carburant d'après-demain. Il y aura certainement également une part de marché pour l'hydrogène, mais on n'y est pas encore. Et puis, il faut aussi, et ça, ce n'est pas un enjeu qui ne représente rien, il faut un hydrogène aussi qui est propre. Donc on parle aussi de production par électrolyse avec de l'électricité verte, etc. C'est aussi un enjeu. Donc on l'a compris, ça va se faire sur le développement des véhicules lourds. Donc les bus, les bennes à ordures ménagères et les camions. Donc là, il faut mailler. Construire une station dans une agglomération, pour moi, ce n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce que éventuellement on va le faire juste à côté du dépôt de bus, donc le dépôt va être content. Mais au niveau des transporteurs, la distance haut-le-pied, aller faire 5 km pour aller faire un plein avec le poids lourd, c'est opérationnellement impossible pour un transporteur. Et donc si vous avez une station, c'est pas assez. Donc il faut mailler, il faut densifier, y compris le réseau de nos stations. C'est pour ça qu'on arrête, nous, de répondre un peu à tort et à travers sur l'ensemble de la France. On a ciblé vraiment des territoires. Alors un territoire, c'est l'Île-de-France, c'est clair. On voit bien, il y a une volonté politique, il y a des acteurs de nos différents segments au niveau des bus, au niveau des bennes à ordures et ménagères. Enfin, tous les éléments, toutes les étoiles sont alignées pour avoir un succès du développement du GNV. Et donc c'est pour ça que nous, on est en train de prendre, il y a un risque, c'est clair, mais de planifier un développement d'une infrastructure suffisante en Île-de-France pour pouvoir répondre aux besoins des véhicules lourds. Il n'y en aura pas tous les 500 mètres, hein, c'est clair, mais en tout cas, il y en aura suffisamment pour pouvoir répondre, on va dire, allez, si on fait un Pareto et qu'on répond déjà à 80% de la demande, là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a répondu pour la partie concernant l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, c'est vraiment le véhicule particulier qui est visé, hein, au niveau du poids lourd. La France est en train est devenue récemment le pays où il y avait le plus de véhicules lourds au gaz naturel et avec la plus forte croissance. Donc je pense que ça, c'est un succès assez important et c'est gage aussi d'un développement aussi futur assez intéressant. Merci. Une autre question ? Ah, vous avez le droit. Merci. Veuillez m'excuser. Encore un petit complément d'information. Bon, par rapport à cette focale territoriale, je suis un peu étonnée qu'il n'y ait rien du côté de l'Est, alors que justement, on est frontalier avec l'Allemagne. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'équipement systématique qu'ont mis en place les Allemands pour justement mutualiser ces stations ? Strasbourg est très bien développé au niveau du gaz naturel carburant. Je pense que Strasbourg a fait beaucoup. De mémoire, il y a 4 stations. Beaucoup de bus roulent au gaz naturel à Strasbourg. Par contre, sur les 4 stations, je pense qu'il y a 3 stations véhicules légers. Et ça, je vous ai dit, c'est un modèle qui coûte beaucoup moins cher que de développer une station véhicule poids lourd. Hein. Les coûts sont divisés par 5. Par contre, c'est très difficile de rentabiliser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de véhicule. Et donc, le véhicule léger, ça, nous, dans notre stratégie de développement, on en fait encore parfois. On en a ouvert une à Villeurbanne l'année dernière. On va en ouvrir une à Toulouse début 2016. Puis, voilà, il faut mettre ça entre guillemets. J'appelle ça un mal nécessaire. Donc on sait que ce sont des stations qui ne vont pas être rentables, mais elles sont nécessaires pour faire un premier pas territorial. Et donc, par contre, l'objectif qui est derrière, c'est de développer de la station poids lourd, qui est le seul modèle qui fonctionne en France. Mais Strasbourg est assez bien développé au niveau du gaz naturel carburant. Un complément par votre question. Alors, effectivement, la directive, pour revenir, elle est très très insistante sur la cohérence entre les plans d'action qui seront formulés par les différents pays. Donc la coopération transfrontalière sera regardée de très près. Mais c'est vrai que, comme disait Philippe, nous en France, on est plutôt parti pour le poids lourd. Pour le véhicule léger, moi j'ai la conviction que ce sera dans un deuxième temps, je l'ai dit, et ça passera nécessairement par des acteurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est les distributeurs de carburant traditionnels. Qui dit véhicule léger dit le particulier jamais très loin. Et donc il y a un gros déficit de communication, de
connaissance et même l'existence du GNV et de ses avantages, des meilleurs ambassadeurs pour faire connaître le gaz auprès du véhicule léger, et encore une fois, si on veut être un petit peu fou, auprès des clients particuliers, c'est les distributeurs de carburant classiques, pour justement envoyer le signal que c'est un carburant fiable, normal, entre guillemets, qui cohabite normalement à côté des carburants que tout le monde connaît. Et c'est vrai que ces acteurs-là, pour l'instant, ils sont peut-être encore plus frileux que les autres, c'est qu'ils iront quand vraiment le sujet sera parti et qu'ils rentabiliseront également, eux, leur investissement. Voilà. En Allemagne, d'ailleurs, pour reprendre l'image de l'Allemagne, la majorité des stations sont hébergées dans des stations carburant traditionnelles. Merci. Une dernière question, peut-être ? Alors, je vais pouvoir poser ma question. Finalement, on a parlé tout à l'heure d'équipement, on a parlé, je crois que c'est vous, M. Rousseau, qui parliez de nombre à minima de 300 stations. Ces 300 stations, finalement, elles correspondent à... Moi, en tant que président de la Biogaz Vallée, moi, je m'intéresse à la production de méthane. Elles correspondent finalement à quoi en nombre d'unités de méthanisation, enfin, ou en mètres cubes de gaz, en tonnage de déchets. Enfin, c'est quoi l'effort nécessaire finalement pour approvisionner ces 300 stations ? Alors, j'ai pas converti en tonnes de déchets. On pourra vous aider, on va se contenter du mètre cube. Ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, le nombre de stations, il faut forcément les estimer par rapport à un scénario de développement. Et le scénario de développement qui a été, alors, je ne sais pas ce qu'il dura, mais en tout cas, c'est celui que la filière s'est approprié, c'est d'atteindre une part de marché dans les poids lourds de 10% en 2020. C'est énorme, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas à 1%, donc ça veut dire qu'il y en a qui vous diraient qu'on est déjà en retard. Mais voilà, ça paraît être un scénario ambitieux, mais possible. L'offre véhicule est là. Et 10% en 2020, ça fait quand même quasiment entre 3 et 4 TWh de gaz sous forme de GNV. Alors c'est compliqué d'estimer la consommation générée par ce parc, parce que ça dépend beaucoup des kilométrages annuels, ça dépend des progrès qu'on fera dans les rendements du moteur. Il y a beaucoup de paramètres, mais en prenant des paramètres les mêmes possibles, ça fait 3-4 TWh. Donc aujourd'hui, effectivement, le biométhane en France, on n'en est pas là. Mais alors, GRDF pourrait en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'on est très vigilant à vérifier que les capacités de production de biométhane couvrent le scénario de développement du GNV pour ne pas se retrouver en pénurie de biométhane, même si le biométhane n'a pas vocation non plus à adresser 100% du marché. En tout cas, temporairement, on peut imaginer que les gaz fossiles viennent secourir le biométhane. L'important, c'est que toutes les infrastructures et tous les investissements qui seront faits, ils sont compatibles avec un fonctionnement de biométhane. Donc, à vous de convertir en tonnes de déchets, mais effectivement, il va falloir pas mollir sur les projets d'injection de gaz biométhane dans les réseaux. C'est ce qui nous intéresse en tant que représentant de la filière méthanisation, c'est ce lien avec le bio-GNV. Je crois que M. Giraud a dit tout à l'heure qu'il y avait des mots un petit peu magiques. Tout ce que je peux souhaiter au bio-GNV, c'est qu'à son tour, ce soit un mot qui devienne un mot magique. Ce sera la preuve de son succès. Je remercie à tous les acteurs qui sont venus s'exprimer aujourd'hui et témoigner sur cette filière, ses perspectives et on l'espère son succès à venir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.